Bien, alors le deuxième volet qu'on comptait aborder aujourd'hui était celui du contexte de la création de l'État-nation Belgique en 1830. Bon, cette république ou ce territoire, enfin partiellement, avait déjà existé sous le nom des États Belgiques unis en 1789, sauf la province du Luxembourg, c'est-à-dire l'actuel Grand-Duché, et la province du Luxembourg dans la région wallonne. Donc en 1789, une révolte contre l'Empire d'Autriche, contre l'empereur d'Autriche, se déclenche en Belgique en 1789, alors qu'il y a une révolution à Paris, mais ce n'est pas du tout la même révolution. À Paris, c'est une révolution effectivement moderniste et progressiste. À Bruxelles, à Gand et à Anvers, c'est une révolution ultra-réactionnaire. Elle s'oppose aux politiques de rationalisation de Joseph II, qui est un adepte des Lumières, qui est un despote éclairé. Donc on rejette en bloc la modernité, spécialement à Bruxelles. On a la vision de Bruxelles comme une ville éclairée, comme une ville du libre examen, comme une ville de la libre pensée, ce qu'elle est effectivement devenue à partir de la fin du XIXe siècle, mais à l'époque, en 1789, elle est une ville ultra-religieuse, couverte de couvents, possédée par des congrégations, etc. Et elle fait une grande contre-révolution au moment où, à Paris, on fait la Révolution française avec son cortège de modernisme politique. Évidemment, cette révolution qui a lieu à Bruxelles débouche sur une très brève guerre civile, mais sur une véritable terreur, parce que ce sont les ultra-réactionnaires, sous la direction de Van der Noot, mais aussi du chanoine Van Eupen, va organiser une répression féroce contre les quelques tenants du despotisme éclairé autour de l'avocat Vonck et du futur bourgmestre de Bruxelles, père de la défense de la langue néerlandaise d'ailleurs, qui eux seront des démocrates éclairés. Eh bien, ils vont devoir fuir à Lille, et cette guerre civile atroce, les Luxembourgeois vont s'engager dans l'armée autrichienne sous les ordres du maréchal de Beaulieu, et vont remettre de l'ordre dans les Pays-Bas autrichiens, et le nouvel empereur, Léopold II, on ne confondra pas avec Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha, va décréter une amnistie générale. Donc cette première tentative de créer les États Belgiques unis débouchera sur un échec. Ça débouchera sur un échec aussi pour la simple et bonne raison, et ça, ce n'est pas une révélation, ça ne vient pas de moi, mais c'est effectivement très peu dit dans l'historiographie. Car qui soutenait les États Belgiques unis? Quel était le principal soutien étranger? Ce n'était pas la France, qui était alliée avec l'Autriche, puisque Louis XVI avait épousé Marie-Antoinette d'Habsbourg-Lorraine. Ce n'était pas l'Autriche forcément, ce n'était pas les Pays-Bas qui n'en avaient pas les moyens, ce n'était pas l'Angleterre qui n'avait pas envie de se mêler à ce moment-là des affaires du continent, non, c'était la Prusse. Donc les premiers États, les États Belgiques unis, étaient une création prussienne. Les milices communales et les milices populaires qui devaient constituer une sorte de petite armée étaient encadrées par des officiers prussiens, mais voilà que la Prusse fait la paix avec l'Autriche et qu'elle retire tous ses officiers, d'où l'armée va s'effondrer dès la reconquête par les Luxembourgeois de l'espace belge. Donc suit la période française, donc Dumouriez rentre en Belgique en 1792, donc 2 ans après les événements, et la Belgique est annexée en 1795 par le traité de Campo Formio à la République française, qui va diviser le pays en 9 départements, qui seront plus ou moins les 9 provinces actuelles de la Belgique, enfin avant la partition du Brabant, bien sûr, puisqu'il y en a 10 maintenant. Et en 1814, je suis obligé d'aller plus directement au contexte de la naissance de l'État-nation belge tel que nous le connaissons aujourd'hui.
Donc en 1814, il est décidé à Vienne, au congrès de Vienne, que la Belgique et la Hollande, donc les Pays-Bas, seront regroupés au sein d'un Royaume-Uni des Pays-Bas, et ça va durer une quinzaine d'années. C'est aussi l'époque, dans certains contextes européens, celui de Metternich et celui de la Sainte Alliance. Donc la Sainte Alliance, elle est dominée par un Rénan, qui est le prince de Metternich, et le prince de Metternich veut un statu quo absolu. Il ne veut pas entendre parler de menées révolutionnaires, de réformes sociales, de réformes démocratiques. Il veut un statu quo absolu. Et il va déclencher, dans tous les pays germaniques, dans tous les pays germanophones, en Allemagne, un mouvement national-démocrate, un mouvement démocratique qui va se réclamer de la nation. Pourquoi va-t-il se réclamer de la nation? Tout simplement parce qu'en 1813, au moment où Napoléon revient de Russie complètement battu, que la Prusse entre dans son alliance avec la Russie, mais qu'elle n'a plus d'armée digne de ce nom, elle va décréter, avec l'argent anglais, la mobilisation de masse de la nation. Exactement comme les Espagnols vont être mobilisés par les Anglais pour créer la guérilla contre Napoléon. Donc il va se créer en Prusse une guérilla et une sorte de levée en masse avec des soldats armés de bons fusils que les Anglais ont payés, mais habillés d'un simple sarrau bleu de mauvaise toile. Donc pas d'uniforme rutilant comme les Anglais, mais une armée populaire, certes bien entraînée, mais qui va arriver sur le territoire de la Belgique. Mais tous ces gens qui ont lutté dans cette nouvelle armée prussienne et puis dans ces nouvelles armées allemandes vont réclamer, pour le prix du sang qu'ils ont versé, le droit d'être représentés dans des parlements. Donc cette période de 1815 à 1830-32 est une période d'effervescence nationale, démocratique. La volonté de se donner des parlements et des constitutions, ce que Metternich va assimiler au jacobinisme. Donc à partir de 1918, on voit toute l'Allemagne du Sud devenir des monarchies constitutionnelles. La Bavière, le Bade, le Württemberg, et puis les petits duchés aussi connaissent des révoltes, on chasse des ducs, on crée des constitutions, on crée des parlements, et il y a toute cette effervescence. On n'en parle jamais, mais on constate que la Belgique aussi va demander, comme en Allemagne du Sud, une constitution, un royaume constitutionnel, un roi qui protège la constitution, accorde les droits aux anciens soldats, aux citoyens. Donc toute cette Allemagne du Sud ne va pas être autoritaire. Donc on parle des régimes monarchiques autoritaires comme celui de la Prusse. Et on assimile la Prusse à toute l'Allemagne. Ce n'est pas vrai. Le Sud est démocratique. Le Sud se dote de constitution. Tous les États se dotent de constitution. C'est certes, évidemment, dans un premier temps, réduit à une élite d'origine populaire, mais la représentation est quand même assez large, puisqu'elle englobe une bonne partie de la paysannerie propriétaire de ces terrains, même à niveau modeste. Et c'est ce modèle constitutionnel bavarois et württembergeois que la Belgique va adopter après la Révolution de 1830. Certes, ce n'est pas une imitation, parce que je crois que, vu la Révolution française, vu la francisation de l'élite et des systèmes scolaires, nous ignorions à cette époque ce qui se passait en Allemagne, sauf peut-être dans la province du Luxembourg, et sans doute dans les provinces du nord des Pays-Bas septentrionaux, où il y aura des révoltes contre le roi Guillaume, en même temps qu'en Belgique. La Frise se dressera contre Amsterdam, enfin contre La Haye,
à la même époque. La Hollande est à cette époque-là un pays éclairé, c'est une monarchie constitutionnelle plus autoritaire, mais malgré tout éclairé. Il y a un système scolaire qui reprend celui de Marie-Thérèse, qui est aussi celui de Marie-Thérèse d'Autriche, qui avait été imposé dans les Pays-Bas autrichiens. Il va y avoir une fusion avec le système hollandais, mais là, tout à la fois l'Église et les libéraux qui sont inspirés par les Lumières françaises plutôt que les Lumières prussiennes ou autrichiennes, vont s'opposer notamment à ce système scolaire, vont s'opposer à une certaine censure de la presse et vont vouloir créer une monarchie moins autoritaire, calquée sur le modèle bavarois, wurtembergeois ou badois. Donc le pays est certes divisé à ce moment-là, enfin le Royaume-Uni des Pays-Bas est divisé à ce moment-là. Le roi Guillaume reste sur ses positions. Son fils Frédéric, lui, est tout à fait d'accord pour accorder une constitution sur le modèle bavarois. Il est plutôt sympathique, il éprouve de la sympathie pour ces sujets du sud des Pays-Bas du Sud, mais le contexte international, le contexte de la Sainte Alliance va se fissurer pour la première fois par l'indépendance belge. Je trouve regrettable que ce système de la Sainte Alliance, certes, le ver était dans le fruit, il n'était pas un système moderne, à partir du moment où il y avait nécessité d'accorder aux hommes ayant porté les armes, puisque c'était ça la condition pour pouvoir voter. On n'accordait pas aux intellectuels non plus un certain droit de regard sur les choses publiques, ni aux soldats. C'était mauvais. C'était pas parce qu'il y a un changement d'échelle au XIXe siècle. La révolution industrielle commence aussi en Angleterre et chez nous, et en Wallonie. Donc il y a une nécessité d'élargir le corps électoral. Mais Metternich n'en veut pas, et dans le contexte international, le tsar vole au secours de sa sœur qui est reine de Hollande, la Prusse le suit, et l'Autriche aussi. Ils veulent le statu quo de 1814, mais la France et l'Angleterre ne le veulent pas. Il y a donc là une cassure dans la Sainte Alliance entre un Occident et une forme de tradition qui va se perpétuer un petit peu jusqu'à nos jours dans le chef de la Russie. Donc la France, elle, va tenter de récupérer les 9 départements que le traité de Campo Formio leur a cédés en 1795. Pourquoi ? Parce que c'est le dernier lambeau de l'espace lotharingien de 1843. Toute la dynamique de la confrontation franco-allemande part du fait que la France a perdu, à l'époque post-carolingienne, la Lotharingie qui partait de la Frise en Hollande jusqu'en Italie du Nord. Mais elle va le grignoter tout au long de la période médiévale. La conquête va être parachevée par Louis XIV au XVIIe siècle. La Belgique et le Luxembourg sont les dernières entités de cette ancienne Lotharingie qui vont rester intactes. Elle va espérer s'en emparer en 1830 par un artifice quelconque et placer sa frontière sur le Rhin. L'Angleterre a d'autres intentions. Il faut savoir que ce Royaume-Uni des Pays-Bas est un concurrent très dangereux de l'Angleterre en 1830. C'est la deuxième région d'Europe où se développe une industrie du charbon et de l'acier, à Liège notamment, et c'est pas un hasard si à Liège, c'est un Irlandais dissident de l'Angleterre, Cochrane, qui va fonder l'industrie liégeoise. Les Anglais savent très bien que sur le continent, il y a là un danger potentiel, un concurrent potentiel qui n'existe à l'époque nulle part ailleurs, ni en Allemagne, ni en France. Ensuite,
le Royaume uni des Pays-Bas a commencé à conquérir l'insulinde, la future Indonésie. Elle a donc une présence dans l'océan Indien. Il y a encore des néerlandophones, des Hollandais de souche en Afrique du Sud, et il y a donc des moyens, il y a une flotte hollandaise et il y a aussi une industrie textile qui peut concurrencer l'Angleterre, en Flandre et dans la région de la Vesdre. Donc le risque, eh bien, il faut l'éliminer en fractionnant cette entité. Donc l'Angleterre avait intérêt à ce que ce Royaume-Uni des Pays-Bas n'existât plus. Donc il y a des révoltes à Bruxelles, à Liège, à Namur. Il n'y en a pas à Luxembourg, ni à Bruges, ni à Gand, ni à Anvers, sauf pendant le siège qui dure trop longtemps. Et la population va évidemment vouloir chasser la garnison loyaliste à l'époque pour pouvoir bénéficier d'un ravitaillement. Donc les Flandres et Anvers ne bougent quasiment pas. Il va donc falloir recruter un mercenariat à l'étranger, à Paris et à Londres, pour avoir les 2000 hommes nécessaires pour reconquérir l'ensemble des départements ou des provinces catholiques du Royaume-Uni des Pays-Bas. C'est très curieux de voir l'histoire de ce mercenariat qui nous est raconté non pas par un flamingant, puisque l'historiographie flamingante va dire, mais oui, regardez, ce mercenariat, c'est la preuve que la Flandre n'a pas voulu. Certes, mais toute l'histoire de ce mercenariat a été faite par Pierre Nothomb, l'ancêtre de Amélie Nothomb, qui lui était un ultranationaliste belge. Donc il va raconter avec beaucoup de brio, parce que c'est un excellent écrivain, il va raconter l'histoire de ce mercenariat que l'on va reprendre tel quel et qu'on va envoyer au Portugal pour que le Portugal devienne un royaume constitutionnaliste inféodé à l'Angleterre. Donc les mêmes individus vont être transportés 2 ans, en 1832, au Portugal, et puis on va les oublier. Hein? Donc l'État qui naît en 1830-1831 est d'abord extrêmement fragile. On se pose la question, va-t-il encore exister dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Il est extrêmement fragile. Il s'affirme en 1848, alors que la France est en effervescence. Elle lance des révolutionnaires qui tentent un coup près de Moucron, dans un village qui s'appelle Riscontou, mais l'armée belge, reconstituée, parvient à arrêter l'invasion et elle acquiert, aux yeux des autres puissances plus traditionnelles, une certaine légitimité qu'elle n'avait pas auparavant. Donc en 1853, c'est la panique. Par la prise de pouvoir de Napoléon III, on n'imagine plus très bien que dans la seconde moitié du XIXe siècle, la terreur en Belgique, c'était Napoléon III. Donc Napoléon III, sa prise du pouvoir, provoque un nouveau tropisme en direction de l'Allemagne. C'est pourquoi Léopold Ier emmène ses 2 fils pour épouser une Habsbourg et un Hohenzollern, pour avoir une certaine garantie du côté de la Prusse et du côté de l'Autriche. Et l'alarme, j'ai découvert récemment chez un bouquiniste un ouvrage de l'ULB, d'ailleurs, donc c'est pas un ouvrage, c'est un ouvrage qui est considéré comme éclairé en Belgique et qui explique la terreur qu'il y avait à Bruxelles à l'époque par l'annexion par la France d'un autre lambeau de l'ex-Lotharingie, donc la Savoie. La Savoie, en 1860-61, est englobée dans l'Empire français et la Belgique considère ça comme un prélude à une annexion future de nos 9 provinces par Napoléon III. Exactement. Ça, c'est grosso modo la terreur qui va dominer jusqu'en 1914, où en 1914, on va voir quelque chose de totalement nouveau. C'est-à-dire les invasions ne viennent plus seulement du Sud, ce qu'on avait cru pendant 800 ans, mais tout à coup elles peuvent aussi venir de l'Est. Et c'est une
une terreur nouvelle, un véritable séisme dans les mentalités, qui font que des écrivains comme Verhaeren ou Maeterlinck, qui étaient très germanophiles avant 1914, vont vouer une haine à leurs propres correspondants, à leurs propres collègues en littérature allemande. Donc là, nous avons en 1914 un bouleversement complet dans les mentalités, dans les goûts, dans les relations culturelles aussi. Parce que même les écrivains francophones, surtout, sont davantage traduits en Allemagne, puisque les lettrés parlent davantage le français que le néerlandais. Donc les tirages de nos écrivains sont 10 fois supérieurs en Allemagne à ce qu'ils sont en Belgique, et en France, ils ne sont guère lus. Hein? Donc on voit très bien qu'ils essayent quand même, malgré tout, comme Lemonnier va essayer d'être présent sur la place de Paris. Maeterlinck va y réussir grâce à son prix Nobel en 1911, mais autrement, il y a un certain blocage. Et en 1914, il y a exactement 100 ans, eh bien c'est un bouleversement comme on n'en a jamais vu dans la mentalité.